Je vois au loin, il y a un dispositif de police, de pompiers. Quand je m'approche, il y a un policier qui me dit « Monsieur, désolé, votre frère, il est mort ». Donc à ce moment-là, je hurle, je mets des coups de poing, des coups de pied partout. Ils étaient deux contre lui, et dont un qui avait un couteau de cette taille. Et donc de là, je me dis qu'il faut que je venge mon petit frère. Je me suis procuré une arme. Un soir, je tombe sur le grand frère de l'assassin de mon petit frère. J'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus à plusieurs reprises. Je m'appelle Adama Kamara. J'ai voulu tuer un homme pour venger la mort de mon frère. Avec Sada, on avait 4 ans d'écart. C'était un jeune qui était ambitieux, qui avait beaucoup de projets, qui était plus grand que moi en taille même, qui était un beau gosse. En 2011, ça faisait 1 an que j'étais installé avec une petite amie. Bon, je commençais ma petite vie, hein. Moi je voulais me marier, faire des enfants, jusqu'à ce fameux soir où c'est toute une vie qui bascule. Ce soir-là, à 2 h du matin, on sonne à la maison avec insistance. Donc moi j'ouvre un peu l'œil, ma copine elle prend l'interphone et je l'entends hurler « Non, c'est pas vrai ». Et à ce moment-là, moi je la regarde, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle se retourne, elle me regarde, elle me dit « Ils ont tué Sada, ton frère il est mort ». Il est mort parce qu'il s'est fait tuer par un ami d'enfance. Ils se sont battus, ils étaient 2 contre lui, et dont un qui avait un couteau de cette taille et qui lui met plusieurs coups de couteau au niveau du thorax. Moi j'ai beau faire 1m92, j'apprends que mon frère il est mort, je m'écroule. Je tombe par terre, je pleure, je me dis non, je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. Et je m'habille en catastrophe et je descends. On me dit qu'il est mort à la gare de Gare-Charcel. Quand j'arrive sur les lieux, je descends de la voiture, je marche. Je vois au loin, il y a un dispositif de police, il y avait policiers, pompiers. Et plus j'avance, et plus je vois par terre, il y a un drap blanc. Et je me rends compte que dans les films ou dans une série, quand on voit un drap blanc par terre, c'est que malheureusement c'est terminé. Et quand je m'approche, il y a un policier qui me dit « Monsieur, vous ne pouvez pas avancer ». Je lui dis « Mais c'est mon petit frère ». Il me dit « Je suis désolé, votre frère il est mort ». Donc à ce moment-là, je hurle, je mets des coups de poing, des coups de pied partout. Le lendemain matin, quand j'arrive à l'institut médico-légal et que la dame elle nous dit « Allez-y, il est derrière la porte blanche », et que tu ouvres la porte, tu rentres et tu te rends compte que ton frère il est allongé. Il a un drap blanc jusqu'au cou, il a les yeux fermés. On a l'impression qu'il dort, mais là il dort pas, il est mort. On le touche, il est froid. Et moi à ce moment-là, quand je le regarde, je suis pris de remords, je suis pris de tristesse et de colère et je me dis que j'ai failli moi à ma mission de grand frère. En fin 2013, j'ai rencontré une nouvelle petite amie. Et j'ai ma fille qui est née à 20h29. Donc ouais, j'étais heureux ce jour-là. Quand je l'ai dans mes bras, je suis heureux, je suis content. Et après, je me dis, j'ai des responsabilités, je suis papa, je vais pouvoir aller de l'avant. Mais la blessure, elle était plus profonde que je le pensais. Et je vois ma fille grandir, je dis, elle va jamais connaître son oncle. Et à partir de ce moment-là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Parce que j'ai trop une douleur en moi. Il faut que je fasse quelque chose pour me sentir mieux. Moi, je suis pris de remords et je me dis que j'ai failli, moi, à ma mission de grand frère. Et donc de là, je me dis qu'il faut que je venge mon petit frère. Parce que j'ai mal. Parce que ma mère, elle a mal. Mon père, il a mal. Ma famille. Et on se dit, cette souffrance qu'on a, si eux aussi peuvent avoir la même souffrance, au moins ils vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, les jours qui ont suivi, je me suis procuré une arme. Un ami à moi, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, Adama, est-ce que tu peux m'accompagner sur Paris ?» On est parti faire ses courses et sur le retour, en fait, je tombe sur le grand frère de la personne que je cherche depuis 2011, que je n'avais pas vu depuis. Et là, je le vois posé dans le quartier, faire un barbecue comme si de rien n'était. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, je dis à mon ami de freiner. Lui, il freine. J'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus à plusieurs reprises. Quand tu tires, tu es vraiment dans une bulle. En fait, je vois que la personne.
que j'ai envie de tuer clairement. T'as l'impression que t'es en ralenti en fait. Tu deviens sourd et même quand je lui tire dessus et qu'il tombe, je ressens rien du tout. Je prends le volant et après je me fais interpeller directement après. Je suis même pas satisfait, je suis pas heureux, je suis pas content, j'ai pas d'émotion en fait. Il n'y a rien qui change. Et là je me dis, je suis tombé dans le piège en fait. On m'a placé en garde à vue. Je me rends compte que je suis meurtrier. Pendant les premières 24 heures, je vis mal en fait. Je me dis, ah ouais, je l'ai tué. Je suis un meurtrier en fait maintenant. C'est un gars avec qui j'ai grandi. C'est son petit frère qui a tué le mien. Mais c'était mon seul moyen pour atteindre celui qui a tué mon frère. C'est de tuer ton frère. C'est que pour te faire du mal, eh ben, je vais faire ce que tu nous as fait. Tuer ton frère. Le lendemain, quand je fais une audition, et qu'on me dit, ouais, pour tentative de meurtre, tout bêtement, je dis, ah, ils sont pas morts. Ça sort naturellement. Et le policier, il me dit, pourquoi tu aurais aimé qu'ils soient morts? Je dis, non, mais parce qu'il y a marqué meurtre, assassinat. Il me dit, non, c'est tentative d'assassinat. Donc j'ai un soulagement, c'est très grave ce que j'ai fait. Mais je préfère ça que vivre dans la peau d'un meurtrier. Le 22 août 2014, on me met dans un fourgon cellulaire, direction la prison. Je me dis, quand je vais sortir de ce fourgon-là, là, je vais être de l'autre côté du mur. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais vivre? Bien sûr, j'ai peur. Quand j'arrive en maison d'arrêt, on me donne mon pactage arrivant, draps, serviettes, produits hygiéniques, et on me donne une carte avec un numéro d'écrou. 55 852, c'est le titre de mon livre. Et après, direction, la cellule. Il ouvre une petite cellule de 9 mètres carrés. La réalité de la détention, c'est qu'on est enfermé 22 heures sur 24. On n'est pas libre de nos mouvements. On ne voit pas la famille. La misère carcérale, les bagarres. Et moi, mon père, j'échange avec lui au téléphone. Et à un moment donné, il me dit, dis-moi une chose, fiston. Ton enfant, tu ne l'as pas fait pour le voir grandir en prison. Et je t'avais dit quoi par rapport à la vengeance? Ça n'a rien changé. Est-ce que ton frère, il est revenu? Non. Ton frère, il ne reviendra plus. Il me dit, dehors, on a besoin de toi. Donc, il faut que tu sortes, tu fais les choses bien. C'est ça la réalité du geste que j'ai commis. Je n'ai pas pensé à tout ça, moi. Moi, j'ai pensé à ma vengeance, j'ai pensé à soulager la famille. Au contraire, j'ai plus mis la famille la tête sous l'eau qu'autre chose. Je suis resté 4 ans en prison, de août 2014 à fin juillet 2018. Quand je suis béton, j'avais 25 ans, là j'en ai 29, j'ai fêté mes 30 ans. Quand on me libère, j'ai 30 ans. Je regarde les voitures. Je peux regarder un arbre et dire ah ouais, c'est stylé. Ce que je redécouvre, c'est la vie. De voir des personnes, de voir des femmes aussi. Parce que là-bas, on voit que des hommes. Voir au loin, large. Ah, mais on a l'impression qu'on est un nouveau-né. On vient de renaître. Tout a changé, en fait. Il faut que je rentre à la maison, j'ai quand même une fille. Et moi, je fais toc-toc. Et elle me regarde. Et elle bug, en fait. Elle fait Elle reste comme ça pendant un moment, donc je la prends dans mes bras. Elle me serre fort, je sens qu'elle met toute sa force et tout, donc je la pose sur mes genoux, on discute. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que dès qu'elle reprend ses esprits, elle me dit ah, moi je suis pressé d'aller à l'école en septembre. Moi je lui dis au mois de juillet, pourquoi tu me parles de l'école en septembre? Elle me dit comme ça, moi aussi maintenant, je vais pouvoir leur dire que j'ai un père. Quand elle m'a dit ça, j'ai retenu mes larmes. Début novembre, un soir, j'étais à la maison. Je tombe sur une vidéo où on voit un jeune qui se fait lyncher. Et il se fait massacrer. Moi, je décide de poster un message tout bêtement sur Facebook. Et je dis, vous savez, les petits frères, les embrouilles, ça mène à 2 choses ou 3. La mort, la prison, le handicap. Et le lendemain matin, quand je me lève, je vois il y a plus de 700 j'aime, plus de je sais pas combien de partages. Moi, j'ai envie de faire un concept, en fait. Au lieu qu'on s'entretue dans la cité, on fait des descentes dans les autres cités, etc. Venons, on s'entretue au micro. Venons, on fait des descentes de mots.
Moi aujourd'hui, je ne sais pas combien de jeunes j'ai pu voir. Je fais le tour de la France. Que les nouvelles générations, il faut créer du lien entre eux. Je suis quand même content de pouvoir transformer tout ce négatif en positif. Toute cette histoire, c'est du gâchis. C'est un idéal qu'on se fait sur la vengeance. Là. On pense vraiment que la vengeance, ça va réparer quelque chose. En fait, la meilleure vengeance qu'il y a à faire, c'est de ce que je fais aujourd'hui. Pour moi, c'est la meilleure vengeance que je peux donner à la vie. Mais on ne peut pas construire son avenir dans des plaies quand on est encore blessé.